Bienvenue pour le dernier tour des stades de cette saison 2022-2023. Bonsoir Vincent. Salut Manu. Ça y est, le championnat national a livré tous ses verdicts et on connaît les 2 qui montent, on connaît aussi également les 6 qui descendent. Forcément, il y a de la joie, il y a énormément de tristesse aussi sur tous les terrains et on va faire justement le tour de tous les terrains pour débriefer une saison qui a été historique, incroyable. Le national fêtait ses 30 ans et c'est peut-être la plus belle cuvée qu'on ait jamais eue, Vincent. Bah oui, parce qu'en fait, voilà, on a toujours l'impression de se répéter, mais quand on voit aujourd'hui Nancy qui descend, le Red Star qui échoue aux portes de la montée, ouais, c'est vraiment une saison qui aurait été palpitante. Et on l'avait dit depuis le début, elle se jouera jusqu'à la 34e journée, 95e minute, et ça a été vérifié aujourd'hui. Exactement. C'est un tour des stades qui est tourné depuis le Stade Bauer et on regarde justement tous les résultats de cette 34e journée. Dans le détail, on se rend compte que Concarneau est champion, que Dunkerque va monter en Ligue 2, que le Red Star termine à la pire des places, que Nancy et Bourg-en-Bresse sont condamnés à la descente en National 2, que Avranches, Châteauroux et Le Mans se sont sauvés eux in extremis. Le sort de cette saison est donc scellé et on se concentre sur chacun des matchs de cette 34e journée. Honneur aux champions, Vincent, pour commencer la victoire de l'US Concarneau sur la pelouse bien sûr de l'US Orléans, tout simplement avec El Koumisti qui avait ouvert la marque, son 16e but cette saison, lui qui termine meilleur buteur de cet exercice 2022-2023. Il ouvre la marque au quart d'heure de jeu. Derrière, Orléans va égaliser par l'intermédiaire d'Esteban Le Paul, son 2e but cette saison. Et puis c'est Antoine Rabillard à la 86e qui va mettre définitivement Concarneau à l'abri et offrir le titre de champion au Tonnier. Vincent, Concarneau champion, c'est un peu le football quand même qui sort gagnant. Et puis on signalera aussi que pour Stéphane Le Mignon, il reprend son titre qu'il avait glané avec le Vannes Olympique Club il y a maintenant 15 ans. Ouais, c'est vrai que cette équipe de Concarneau, et ce dès le début de la saison, on avait dit que c'était certainement l'équipe qui nous avait fait la plus forte impression. On les avait revus ici à Bauer il n'y a pas super longtemps et elle nous avait fait toujours aussi forte impression. C'est une équipe qui a maîtrisé son championnat. Elle a eu un trou, on le disait, beaucoup plus tôt dans la saison par rapport à d'habitude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plus belle équipe est championne. La plus belle équipe est championne. L'US Concarneau, félicitations à Stéphane Le Mignon, Amine Boutra, meilleur joueur de cette saison aussi également. Ils ont été parfaits, c'était la sensation même en début de saison, on ne les attendait pas à pareille fête, ils avaient perdu leur colonne vertébrale et ils ont réussi à confirmer. La méthode est restée la même, celle de Stéphane Le Mignon, celle d'un club qui travaille bien aussi, Vincent. Ouais, et puis c'est vrai que c'est vraiment le signe de cette équipe qui aura maîtrisé en tout cas l'ensemble de sa saison, avec, tu l'as dit, Boutra meilleur joueur, El Koumisti meilleur buteur de la saison, et puis Rabillard à chaque fois qu'il rentre il marque. Ouais, c'est ça, c'est aussi simple que ça en tout cas du côté de l'US Concarneau. Avant de donner la parole aux acteurs, Vincent, des images de joie forcément. Le titre pour l'US Concarneau, le premier dans son histoire en championnat national. On mérite tout simplement. C'était dur, mais on mérite. Allez, on arrive. Très fier, très heureux de ce qu'on a fait. Ça a été une très belle saison. Jusqu'à la fin, ça a été dur, mais très fier de l'équipe, très fier du club. Et merci aux supporters, merci à tout le monde pour ces émotions. Pour FFF TV, oui. Je peux juste vous dire qu'on est en Ligue 2, qu'on l'a fait. On a fait une super saison. Et forcément, on monte parce qu'on est les meilleurs. Voilà. Merci. On est les meilleurs. Après les images de joie, Vincent, on va quand même donner la parole aux acteurs. Et on avait notamment Isaline Roland qui était présente au stade de la Source justement pour aller glaner les réactions des champions. Fierté, alors, grosse fierté pour moi du chemin parcouru avec le club. Voilà, une grosse fierté, je pense que. Et puis aussi aboutissement, je pense que voilà, je suis parti d'assez bas quand même avec ce club. Donc maintenant toucher le monde professionnel. Comme ça, après tant d'années, voilà, je suis très fier de ça.
C'est bizarre en fait parce que on l'a vécu comme tous les matchs. Hein, nous on aime bien faire durer le suspense un peu. On est comme ça, on attend de faire rentrer Rabi pour qu'il débloque la situation de toute façon. Donc c'est comme ça. Donc on était un peu au courant, mais bon après je ne connais pas les résultats des autres. Donc j'étais au courant que même avec un match nul à la 80e, on y était. Mais bon, après, ça peut aller très vite dans le foot aussi. Donc, si à la 85e, on nous dit qu'en fait, il aurait fallu gagner. Aujourd'hui, on n'a pas de regret, on a joué pour gagner. Et on a poussé jusqu'au bout. Et voilà, c'était pas un match facile. Orléans n'a pas du tout lâché l'affaire. Donc, on est très, très content de ce résultat. Et voilà, maintenant, la victoire signifie qu'on est champion et qu'on est en Ligue 2. Donc, C'est un groupe, c'est une famille. Moi, j'ai rarement connu des groupes comme ça dans ma carrière. Et je pense que j'en connaîtrai pas d'autres. C'est une vraie famille, c'est une histoire qui a débuté le 22 juin à la prépa. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient misé sur nous. Et aujourd'hui, on y est, on est champion de national. Je pense que c'est une immense fierté, beaucoup d'émotions et beaucoup de joie pour ce club, pour tous les bénévoles qu'il y a derrière, les supporters qui ont fait le déplacement. Et voilà, ils nous ont soutenus tout au long de la saison et je pense qu'on leur a bien rendu. Donc ce soir, c'est beaucoup de fierté. Et, voilà, être champion de national, je pense que c'est pas rien. C'est un championnat qui est compliqué, surtout cette année. Donc je pense qu'on va bien savourer sur le retour. Merci beaucoup à Isaline Roland qui a bien tendu son micro à l'issue de cette rencontre et bravo, félicitations à elle aussi pour sa saison parce qu'elle était très forte très forte. À l'image de l'US Concarneau. Un deuxième match, une deuxième équipe donc, qui va accéder à la Ligue 2, c'est l'USL Dunkerque, Vincent, qui allait l'emporter du côté du stade Marie-Marvin du Mans. Victoire, 3-2, victoire au bout du suspense parce qu'ils se sont fait peur, les Maritimes. Revoyons le scénario déjà de cette rencontre avec un scénario complètement fou. L'USLD qui va mener 2-0 déjà en première période. On a Alain Ipielé à la 19e minute qui va libérer les Maritimes. Ryan Grieb à 5 minutes de la fin de la première période doubler la mise. À ce moment-là, on se dit, 2-0, on pensait Dunkerque à l'abri. Mais en seconde période, Armand Niandouillet en 5 minutes va créer la zizanie dans le final de cette saison, dans cette course à la montée. Un premier but à la 63e. Puis le doublé à la 67e minute de jeu. À ce moment-là, Dunkerque ne peut plus monter puisque le Red Star mène face à Saint-Brieuc. Mais Ryan Grieb, trophée de la révélation, va s'offrir le doublé à la 78e minute. Un but qui offre la montée aux Maritimes. Et Vincent le signalera, c'est quand même la 3e montée pour Mathieu Chabert dans sa carrière. 3e montée de National à Ligue 2. Seul Olivier Frappoli l'a fait avant lui. Et la particularité de Mathieu Chabert, c'est qu'il l'a fait avec trois clubs différents. Chapeau à lui, il a repris un effectif qui avait commencé la saison avec Romain Révelli. Ouais, c'est ça en fait, c'est que qu'on aime ou on n'aime pas, et Mathieu Chabert en fait il accomplit une mission que beaucoup pensaient infaisable. Il était sur le banc Dunkerquois 12 matchs et il a quand même fait 10 victoires. 10 victoires sur les 12 matchs, c'est énorme. Et puis encore une fois, vu le scénario de ce soir, gagner 2-0, se faire remonter à 2-2, bien souvent on a un peu les chocottes et ça recule et on est plus proche de prendre le 3e but que d'en marquer un 3e. Là, mentalement, en plus cette équipe elle a fait preuve de beaucoup de force pour aller chercher sa montée par un doublé de Ryan Grieb qui, tu l'as dit en fait, qui a été la révélation de l'année. Donc lui aussi ceux qui ont été nommés au trophée, en fait, personne ne s'est trompé puisque là, ils ont encore été décisifs. Exactement. Vincent, quand même un petit mot sur l'USL Dunkerque parce que je remonte en arrière et je reviens au mois d'août dernier. Vous nous disiez, Vincent, et on le disait ensemble, tout le monde enterrait à l'USL Dunkerque. Celui qui était directeur général et qui est devenu président par la suite, Edwin Pindy, disait nous, ce qu'on veut, c'est un maintien. Finir première partie de tableau, ça nous irait très bien. Finalement, Dunkerque retrouve la Ligue 2 un an après. Personne ne l'a vu venir, à part certains observateurs dont vous. Personne ne l'a vu venir et pourtant le recrutement de Dunkerque était vraiment sympa l'été dernier. C'est ça en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que en fait, beaucoup de gens ont critiqué ce recrutement. Aussi, c'est vrai que Romain Révelli avait fait quand même du très bon travail. Malheureusement pour lui, il y a eu un sacré trou dans la saison qu'on fait qu'il a décidé d'un commun accord de partir. Mais en tous les cas, le recrutement, force est de constater qu'il a plutôt été très bon. Il a été très bon et ils ont été récompensés. En tout cas, les Dunkerquois retrouvent la Ligue 2, je le disais, donc un an après avoir quitté la 2e division. Les scènes de joie, les scènes de liesse du côté du stade Marie-Marvin, elles ne sont pas mancelles, elles sont bien évidemment dunkerquoises. On regarde ça tout de suite, les images de Daniel Pedro. Vous vous souvenez la semaine dernière quand je suis venu vous voir, je vous ai dit que j'étais fier d'être votre président. Oui. Je vous ai dit qu'on allait le faire. Oui, monsieur. Je vous ai dit que vous aviez un gros staff technique. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je vous ai dit que vous alliez créer une histoire de tribune.
Daniel Pedro qui aussi allait nous glaner quelques réactions. On imagine un Mathieu Chabert heureux, satisfait, fier bien sûr de ses hommes. On suit tout de suite les réactions glanées par Daniel Pedro. Oui, quand on est dans des situations comme ça, on suit les résultats parce que ça fluctue. Non, c'est des moments que je souhaite à tous les gens qui font du sport parce qu'on fait du sport pour vivre des moments comme ça. On pensait sincèrement avoir fait le plus dur à la mi-temps et on a pris une bonne tarte. Et ce qui est d'autant plus beau, c'est de faire ce qu'on est arrivé à faire, de repasser devant à 10 minutes de la fin. Je ne sais pas si c'est Le Mans ou si c'est nous. Ce que je craignais, c'était le troisième but du match. Enfin, je le craignais, s'il avait été pour nous, j'aurais été plus content. Mais je craignais ce troisième but parce que dans un stade comme ça relance beaucoup et on le prend très tôt. Et ce qui devait arriver arriva derrière. Et puis derrière, on a pris beaucoup de vagues, on a beaucoup souffert. Et quand je repense au face-à-face de Niandouillet, les saisons, ça tient à pas grand-chose. Mais ça fait 3 fois que ça tourne pour moi. Donc j'ai beaucoup de confiance par rapport à ça. Mais voilà, franchement, je vivrai pas vieux. Hein. On a eu peur de gagner, je pense. On a eu peur de gagner. Parce que c'est une équipe jeune. J'ai des joueurs qui jouent en R1 l'an dernier. Donc vivre des situations comme ça, c'est pas évident. Et c'est des steps à passer dans une carrière. D'arriver à réussir des matchs comme ça. On l'a réussi, ils l'ont réussi parce que c'est eux qui l'ont fait. Parce que je vous garantis que quand Le Mans revient à 2-2, il y a tellement de bruit dans le stade que les joueurs ne m'entendent pas. Donc c'est eux qui l'ont fait tout seuls. Je suis très, très, très fier d'eux ce soir. C'est magique. Franchement, c'est extraordinaire. Parce que quand ça tourne pour vous, hein, attention. Parce que ce soir, j'aimerais pas être à la place du 3e et du 4e. Mais c'est comme ça. Dans le sport, il faut un premier, un second. Concarneau est un beau champion. On est un beau second. Et quoi que les gens disent, on mérite de monter. Puisqu'on finit second du championnat. Donc on mérite d'être en Ligue 2 l'année prochaine. Ni plus, ni moins. Voilà pour les Dunkerquois donc qui montent en Ligue 2 aux côtés de l'US Concarneau qui est donc le champion. Vincent, on était ce soir du côté du Stade Bauer et le Stade Bauer y a cru pendant 10-15 minutes à cette montée. Une victoire 2-0 contre le Stade Briochin qui finalement ne changera rien. Vincent, on se remet dans le scénario de cette rencontre avec bien tout simplement les Odoniens qui ont étouffé une belle équipe du Stade Briochin recroquevillée dans ses 25 derniers mètres. Alors si Saint-Brieuc s'offre la première alerte avec une occasion même très très chaude sur les buts de Ludovic Butel, finalement c'est sur la seule situation de déséquilibre côté Griffon que le Red Star va en profiter, que le Red Star va ouvrir la marque. Frappe de Ben Ali, repoussé par Letton. Ndoye a bien suivi et d'une belle talonnade ouvre la marque. Ndoye qui va même s'offrir le doublé en fin de match. Une victoire, 2-0 qui ne change rien au sort bien sûr des Odoniens qui ont cru en deuxième période. On sait que le staff d'Habib Beye avait interdiction de regarder les scores, mais on était juste derrière et je pense qu'ils nous ont aussi également un petit peu entendus. Il est dur ce scénario, on a vu les images de fin de match, il y avait énormément d'émotions, énormément de tristesse parmi les joueurs, parmi le staff, parmi les employés. Kevin Esport pleurait un peu et tout, c'était très des scènes émouvantes effectivement parce que c'est vrai que le scénario est très cruel pour eux, même si la montée elle se joue pas aujourd'hui. Je pense que, et on le disait en avant-match, en fait les défaites ici face à Cholet, Le Puy ou Avranches, c'est certainement ces défaites qui leur auront coûté la montée, même si c'est une des équipes aussi dans la saison avec Concarneau qui s'est créé le plus d'occasions, mais malheureusement ça n'aura pas fait en tout cas la différence. Exactement, vous l'avez dit, c'est les concurrents au maintien qui ont tout simplement scellé le sort du Red Star. On a en souvenir les défaites contre Le Puy, la défaite contre Avranches, la défaite contre Cholet il y a maintenant 15 jours, contre Bourg il y a maintenant quelques mois, et tout ça aura pesé lourd en tout cas à la fin. Le Red Star qui a été quand même l'une des équipes coup de cœur, Vincent, de cette saison, il faut le dire. Le niveau de jeu a été fantastique, des joueurs absolument incroyables, certains qu'on a découvert. On parlait de Kevin Lesport qui a fait quand même un bon travail au niveau du recrutement. Voilà, c'est l'un des coups de cœur. Ouais, parce qu'en vrai, il y a aussi dans cette équipe en fait des révélations. C'est vrai qu'on a vu exploser Ikanga, on a vu des joueurs qui ont été cherchés la cellule recrutement et Habib Beye sont allés chercher en National 2. Je pense à Ifnaoui et je pense à Kemo Cissé. C'est vrai que cette équipe en fait elle aura quand même proposé du beau football tout au long de la saison. Exactement. Félicitations au Red Star pour le contenu. Malheureusement, ça s'est joué à rien et le Red Star donc qui ne montera pas en Ligue 2. Des réactions à l'issue de cette rencontre. Et on va écouter aussi également Karim Mokedem, l'entraîneur du Stade Briochin qui a réalisé une deuxième partie de saison absolument extraordinaire.
Il faut tirer un coup de chapeau aux garçons. Il ne faut pas oublier qu'au mois d'octobre, on était dernier avec 4 points. On était à 6 points de l'avant-dernier. On a réussi à mettre 3 équipes derrière nous. Les garçons, on a fait une phase retour extraordinaire. Vraiment, même depuis début décembre, extraordinaire. Ils ont tout donné. Et on a vu ce soir qu'il n'y avait plus d'essence dans le réservoir. Voilà, donc on ne peut pas les accabler, et bien au contraire, quoi. Maintenant, il va falloir attendre justement tout ce qui va se passer financièrement pour les clubs du dessus, peut-être même certains nationales, pour savoir si Saint-Brieuc peut être sauvé. On croise les doigts parce que ce club, il y a vraiment une âme dans ce club et il mérite. On a fait un championnat avec nos moyens, on n'a pas joué des matchs à crédit. Et alors maintenant, la DNCG doit faire son travail. Après, bien entendu, si tout le monde a été clean, il n'y aura pas de repêchage. Parce que des fois, il y a beaucoup de fumée, mais sans feu. Et on va attendre maintenant. Donc c'est la longue attente qui va démarrer. Et on verra bien où ça va nous mener. Avec toi, en fait, Manu, on se disait que c'était peut-être ta dernière saison. Quand on voit ce que tu es encore capable de faire, on espère vraiment que c'est pas la dernière. C'est gentil, c'est gentil. Maintenant, on verra déjà. Voilà, la saison a été éprouvante. Quand il y a une descente, c'est éprouvant dans tous les domaines. Donc voilà, déjà, on va se reposer, on va réfléchir, on va discuter, et puis on verra bien. Mais on va essayer de continuer si c'est possible. Vous avez Karim aussi, il y a toujours l'espoir des clubs qui vont peut-être déposer le bilan. Ouais, maintenant il faut espérer. Après c'est tout, on n'a pas fait le taf, maintenant il faut espérer. S'il y en a qui n'ont pas joué le jeu financièrement, voilà, on sera là. Mais on avait à cœur de faire un bon match et on est tombé sur meilleur que nous ce soir. Mais à l'image de l'équipe, personne n'a lâché et on peut sortir la tête haute. Allez Vincent, une autre rencontre, direction cette fois-ci Martigues. Martigues qui est l'autre déçu de cette soirée dans la course à la montée. Martigues qui s'est quand même imposé 4-3. On se replonge là encore une fois dans le scénario de cette rencontre où rien n'allait en début de match pour Martigues. Capo Silva ouvrait la marque pour les Versaillais dès la 4e minute de jeu. Romain Montiel, passé le quart d'heure de jeu, venait égaliser pour les Martégots. 1 minute plus tard, c'est Mondi Prunier qui remettait les Versaillais devant 2-1 à ce moment-là. Fouet Kadir sur penalty venait égaliser à la 21e. Il y a 2-2 au bout de 20 minutes de jeu. On se dit ce match est complètement fou. 3-2 ensuite avec le but de Fabien Lemoine. Et puis c'est en deuxième période que les Martégots vont faire la différence avec notamment dans le dernier quart d'heure Adjem qui va égaliser à 3 partout. Et puis Zakaria Fdaouch qui est l'une des grandes révélations de cette saison, qui a été extraordinaire du début jusqu'à la fin, qui va aller marquer le but de la victoire, le but du 4-3, mais un but qui ne servira à rien puisque Martigues ne montera pas en Ligue 2. La 33e journée aura pesé énormément, Vincent, dans le destin de cette équipe coachée par Grégory Poirier. Ouais, forcément, la défaite la semaine dernière leur a fait énormément de mal. Alors aujourd'hui forcément, tant qu'il y avait de la vie, pour eux, il y avait de l'espoir. Mais c'était compliqué parce que même en cas de victoire, il fallait qu'il y ait vraiment beaucoup de choses positives, en tout cas pour eux, qui se passent aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas du tout, puisque les 3 équipes devant eux ont gagné. Mais en tous les cas, Martigues aura été un très très joli promu, comme rarement j'en ai vu dans le championnat. Ouais, clairement, c'est la sensation. Félicitations à Grégory Poirier, son effectif, son staff. Franchement, c'est extraordinaire. Alors, ils ne sont pas récompensés à la fin. On verra ce que ça donnera, la 2e année du FC Martigues en national. Mais c'est vrai qu'on a un pincement au cœur quand même pour cette équipe, parce que ça a été la révélation. On parlait de coup de cœur pour le Red Star, c'est un coup de cœur aussi pour le FC Martigues. Ouais, franchement, une saison extraordinaire. Et c'est vrai qu'on l'avait dit dès le premier match et ce match face à Versailles, même si elle avait perdu 2-1 à Versailles, on avait dit qu'en fait c'était un promu qui allait surfer effectivement sur la vague de l'euphorie de la montée, mais que cette euphorie allait durer très longtemps. Et on s'était pas trompé, parce que si la semaine dernière ils n'avaient pas perdu à Borgo 3-0, je pense qu'eux aussi aujourd'hui auraient peut-être pu fêter la montée. Exactement. S'il y a de la stabilité à l'intersaison, il y aura peut-être une deuxième chance pour cette équipe du FC Martigues, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite, bien évidemment. Pas de réaction sur cette rencontre. Je propose, Vincent, qu'on passe à une autre rencontre qui, là encore une fois, malheureusement, c'est les tristes nouvelles. Bourg-en-Bresse recevait l'AS Nancy-Lorraine. Un match spectaculaire où il y a eu 6 buts, mais malheureusement les 2 équipes sont condamnées à une descente en National 2. Une soirée assez spéciale vécue par Julien Vert sur FFF TV. Bonsoir Julien. Racontez-nous un petit peu une triste 34e journée pour ces 2 équipes. Bonjour messieurs, effectivement il y avait malheur aux vaincus éventuellement entre le FBBP 01 et l'équipe de l'AS Nancy Lorraine ce soir pour la clôture du championnat de national, mais il y avait également malheur à l'équipe qui ne gagnerait pas. Il fallait absolument s'imposer pour l'une ou l'autre de ces 2 équipes pour espérer sortir de la zone rouge. À ce petit jeu, ce sont les Nancéens qui réussissent à marquer le premier but sur une frappe longue distance de Sako
le gardien bressan est surpris. Les Burgiens égalisent quasiment immédiatement. Ils réussissent à revenir à un partout sur une réalisation de Jonathan Rivas qui vient scorer en renard des surfaces. Les Bressans et les Nancéens sont dos à dos, un partout, mais les Nancéens continuent de pousser et finissent par marquer le but du 2-1 sur une accélération sur l'aile droite et un centre en retrait. Un mauvais rebond vient tromper Leandro Morante, le défenseur de Bourg-en-Bresse, et Nancy reprend les devants sur le score de 1-2. Les Bressans à nouveau réussissent à revenir dans la partie. Le but égalisateur vient sur une nouvelle offensive et c'est Mathias Fischer qui est à la conclusion pour remettre les équipes dos à dos. Évidemment, les joueurs de Nancy poussent. Ils savent qu'en cas de scénario positif, ils peuvent aller arracher leur maintien sur cette dernière journée de championnat. À peine entré, Thomas Robinet est lancé en profondeur par une merveille de passe de Nangis. L'ancien joueur de Villefranche réussit son duel face à Franck Lostis et permet à Nancy de repasser devant. 2-3, les Bressans sont déjà revenus à 2 reprises à égalité et ils vont réussir une 3e fois à recoller au score. C'est sur un déboulé d'Anthony Riblin sur l'aile droite que les Bressans prennent le meilleur. Son centre est mal repoussé par la défense et Yaya Soumaré surgit pour pousser au fond des filets. 3 partout, le score aurait pu en rester là. Nancy récolte un carton rouge. Les deux équipes doivent pousser pour essayer d'arracher un succès dans les dernières minutes. Les supporters visiteurs malheureusement lancent des projectiles sur la pelouse. Le match est interrompu pendant de longues minutes. Finalement, il reprendra pour quelques instants dans les arrêts de jeu, mais le score ne change pas. Et malheureusement pour ces deux équipes, eh bien, elles restent dans cette zone rouge. Ce soir, eh bien, Bourg-en-Bresse-Perona et l'AS Nancy-Lorraine ont dit au revoir au championnat national. Merci Julien, Vincent. Bourg et Nancy sont relégués. Ça, c'est quand même, on disait, des monuments en péril dans cette saison 2022-2023. Quelle tristesse pour la SNL qui termine 13e. Quelle tristesse pour Bourg-en-Bresse-Perona qui était monté en National il y a 10 ans et qui va redescendre donc en National 2 cette saison. C'est sûr que pour Nancy, en fait, c'est quand même l'un des gros clubs français en fait, qui était en Ligue 1 il n'y a pas encore super longtemps. Descente de Ligue 2 et descente en N2 d'affilée, enfin 2 descentes d'affilée. Je crains pour le club hein, parce que forcément financièrement ça va laisser beaucoup de traces. C'est pas un club qui a l'habitude qui a même peut-être même jamais connu la N2. Qui n'avait jamais connu le National déjà. Voilà, ouais. Donc forcément ça va être très compliqué pour eux de pouvoir rebondir. Et c'est vrai que là c'est un des monuments en tout cas qui est tombé, tout comme Bourg en fait, en tout cas au niveau national, même si à une époque elle avait quand même fait 3 ou 4 ans en Ligue 2. Là c'est dur aussi de voir tomber ce genre de club en National 2. Ouais, exactement. 2 très beaux clubs, 2 très beaux effectifs en tout cas qui voient eh bien, cette saison s'achever par une descente. Attention, la DNCG pourrait sévir, on en parlera à la fin de cette émission, mais la DNCG qui pourrait pourquoi pas repêcher, s'il y avait une équipe en tout cas rétrogradée administrativement, pourquoi pas repêcher le 13e, l'AS Nancy-Lorraine et pourquoi pas Bourg-en-Bresse dans la foulée. Une autre rencontre, Vincent, la victoire de l'US Avranches-Mont-Saint-Michel contre le SE Cholet, 2-1. On part tout de suite prendre la direction justement du stade René Fenouillère où nous attend Aurélien Renaud. Bonsoir Aurélien, racontez-nous le récit d'une soirée qui a vu donc Avranches se sauver. Bonsoir messieurs, fin de saison en apothéose au stade René Fenouillère. Ce soir, l'US Avranches se devait de battre le SE Cholet pour n'avoir à compter sur personne d'autre. Et à l'arrivée, je pense qu'il y a des sourires derrière moi, je ne sais pas, mais en tout cas, à l'arrivée, l'US Avranches s'en est bien sorti. On met fin au suspense tout de suite. Une victoire 2-1 à l'arrivée qui fait le bonheur de tout un club, des dirigeants aux joueurs, aux supporters. On va commencer avec Bastien Launay qui est avec nous. Bastien, elle fait du bien cette victoire, j'imagine. C'est bien aussi d'être allé chercher le maintien par soi-même. Ouais, c'est sûr qu'il y a de ça 3 journées, on était plus dans une situation où on se demandait comment on allait faire pour sortir d'ici. Au final, on a réussi à enchaîner 3 victoires sur les 3 derniers matchs et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de se maintenir. Et on finit de la plus belle des manières devant nos supporters en remportant ce match, donc soirée parfaite. Soirée parfaite, mais les choses avaient plutôt mal commencé pour l'US Avranches, peut-être un petit peu crispé. On va y revenir peut-être avec toi, Mathis, dans quelques instants. Peut-être crispé, l'US Avranches laissait l'ouverture du score au SO Cholet, et une ouverture du score sur penalty par Bridge Ndilou. À ce moment-là, Mathis, est-ce que vous avez commencé à paniquer? Est-ce qu'il y a eu des questions qui sont arrivées dans la tête ou vous avez réussi à vous reconcentrer? La mi-temps est vite venue après le but et on s'est dit les choses dans le vestiaire où on n'a plus rien à perdre de toute façon. Et, pour se maintenir, il fallait gagner, donc on a fait le job dès en rentrant de la mi-temps et voilà. En deuxième mi-temps, effectivement, l'US Avranches est revenu avec un autre visage, plus offensif, plus conquérante. L'US Avranches qui a égalisé d'abord par l'inévitable. Godwin Koyalipou, véritablement la sensation de cette phase retour du championnat de national. Et derrière, en poussant 3 minutes plus tard, un pénalty obtenu par Noah Françoise a été converti par Issane Sako, le grand bonhomme, un des 3 derniers matchs. L'US Avranches a tenu son avantage jusqu'au bout.
Pierre Magnon sur le retour, hein, depuis 3 matchs, hein, c'est ça, je me trompe pas, après une longue blessure. Ça fait du bien de finir la saison comme ça. Ouais, carrément, j'étais content de revenir sur les terrains avec les copains et en plus finir comme ça, 3 matchs, 3 victoires, avec le maintien à la maison, je pouvais pas rêver mieux, donc tant mieux. T'as tremblé un petit peu quand même ce soir? Non, j'avais confiance en gars. D'accord, très bien, c'est confiance à toute épreuve pour Pierre Magnon. Le mot de la fin pour Cédric Le Gall, mon acolyte tout au long de la saison. On a vécu une saison incroyable du côté de l'US Avranches avec la perte de points, la perte de la première victoire contre l'US Cholet à l'arrivée. C'est un vrai exploit, c'est ce qu'on disait à l'antenne, c'est un exploit de se maintenir pour la 10e saison en national. Le club doyen restera encore dans ce championnat national. Oui, bien sûr, on sait combien c'est difficile. Il ne faut pas banaliser les choses parce qu'on sait qu'à Avranches, ça reste un exploit chaque saison. Cette année, les gars et la troupe de Damien a fait le job une fois de plus. Renouveler le bail pour une 10e saison. Voilà, vivement la saison prochaine et on va repartir avec des bases solides et vaillants conquérants. L'US Avranches sera encore de la partie en 2023-2024. Le mot de la fin, il est pour moi. Félicitations, messieurs, pour cet exploit. Bravo, bravo à vous. Avranches est officiellement maintenu en national, Vincent. C'est une bonne nouvelle pour le doyen et son président, bien sûr, le président Guérin. 10 ans de national, je crois. 10 ans de national, c'est quand même une sacrée performance pour l'US Avranches. Je pense à Michel, on est content aussi pour Damien Hott parce qu'il nous a proposé du jeu tout au long de cette saison. Parfois, il a pris un peu trop de risques, mais il était récompensé en tout cas. Ouais, c'est vrai que nous, on l'avait commenté ici et il était d'ailleurs venu s'imposer. On avait vu de vraiment beaucoup de qualité dans son effectif, beaucoup de jeux. Koyalipou l'aura fait aussi énormément de bien. Mais c'est vrai qu'on est content pour cette équipe d'Avranches. Elle se maintient et oui, comme tu le dis, pour Damien Hott aussi, parce que c'est un personnage qu'on connaît depuis nos débuts. Exactement, depuis nos débuts, l'un des plus anciens entraîneurs du championnat national. Une autre rencontre, Vincent, on part dans l'est de la France désormais, du côté du stade Louis Dugauguez, où Sedan accueillait Villefranche. Sedan déjà maintenu dans cette saison. Villefranche qui devait jouer sa peau et l'emporter bien sûr pour assurer son maintien. On va tout de suite aller prendre des nouvelles de Maxime Bettemal qui a vécu ce match pour nous. Bonsoir Maxime. Salut Manu, salut Vincent. Fin de cette saison ici totalement folle à Dugauguez et un match pour le maintien ce soir. C'était au programme Villefranche-Beaujolais qui, après avoir raté ces dernières années, notamment 2 fois en barrage, vivait ce soir la peur d'une relégation. Peur mesurée parce que sur le papier, c'était une des équipes les plus tranquilles, entre guillemets, 3 points d'avance et de nombreuses équipes entre elles et le premier relégable. Cette équipe de Villefranche était dans une bonne dynamique également, 3 victoires de suite. Il ne leur fallait qu'un point pour arracher le maintien ici à Sedan. Un point, ils ont fait bien mieux, ils ont empoché les 3 points de la victoire ce soir ici à Louis Dugauguez. Vous allez voir les images, une équipe de Villefranche qui a entamé très fort sa rencontre avec des premières situations devant les buts de Lombé. Et arrive à la 10e minute, c'est encore une fois Sedan 7 sur un coup de pied, arrêter la tête de Jimmy Nierlo pour permettre aux Caladois de mener 1-0. Dans un match où Sedan n'aura jamais vraiment existé, jamais rentré dans cette rencontre. Les occasions, les situations s'accumulent. Villefranche en contre fait mal grâce au duo Bas-Groma. Et justement ce duo, il est à l'œuvre. Bas qui sert Jocelyn Groma, qui va derrière conclure avec une magnifique offrande pour un Théo Emmanueli très seul dans la surface de réparation qui mystifie Geoffrey Lambé pour le 2-0. 2-0 à la mi-temps. Pas beaucoup plus de révolte malgré quelques situations notamment lointaines signées à Guillaume Cousse côté Sedan. Et Villefranche gère tranquillement cette fin de rencontre. Elle est même gérée jusque marquer le 3e but. Et c'est Idrissa Ba qui vient finir sa saison plus que prolifique avec un nouveau but et son 13e de la saison pour permettre dans les arrêts de jeu, ou presque les arrêts de jeu en tout cas, en fin de match à Villefranche de s'imposer 3-0. Villefranche donc est sauvé ce soir, Sedan l'était déjà. Depuis quelques semaines, les 2 équipes se sont positionnées quasi côte à côte dans la première partie de tableau du championnat. Maintenant, reste notamment pour Sedan le passage devant la DNCG parce que sportivement, vous le savez, le maintien est une autre affaire économiquement. On espère en tout cas retrouver ces 2 clubs la saison prochaine en Hénin. Vincent, on est heureux pour Villefranche. Villefranche qui a fait le travail en l'emportant 3-0 du côté de Dugauguez. Ils étaient les barragistes pour l'accession en Ligue 2 ces 2 dernières saisons. On a eu très peur pour eux tout au long de cet exercice 2022-2023. Et finalement, ils ont fini en trombe sur ces 3 dernières journées. Ouais, en trombe, et ce qui leur permet d'ailleurs, tu rediras le classement tout à l'heure, mais il me semble qu'ils finissent 6e ou 7e. Donc finalement ils ont failli descendre et là ils finissent 6e, 7e, même s'il n'y a que 3 ou 4 points qui les séparent du premier relégable. Mais en tous les cas, c'est une place qui leur convient un peu mieux et j'espère vraiment que cette équipe la saison prochaine va revenir comme elle l'était les saisons précédentes, même si cette année elle a failli descendre
en proposant beaucoup de jeux aussi. Ah oui, exactement. On a peut-être l'un des milieux de terrain les plus sexy en tout cas de ce championnat. Preuve que le haut milieu, il n'y a pas que le physique, il y a l'intelligence de jeu, il y a la technique et c'est toutes les aptitudes en tout cas du milieu de terrain du côté de Villefranche. On est en Ile-de-France au Stade Bauer, on reste en Ile-de-France pour aller au Stade Pelé, Vincent, où le Paris 13 Atlético accueillait la Berrichonne Châteauroux. On se replonge dans le scénario de cette rencontre avec Boskurt dès la deuxième minute de jeu qui ouvrait la marque pour le Paris 13 Atlético, pour la Berrichonne Châteauroux, pardon, excusez-moi. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour la Berry qui va voir Tiontola doubler la mise à la 24e minute de jeu. On est à ce moment-là à 2-0 à la demi-heure. Là encore, on pensait que la Berry s'était mis à l'abri, mais en seconde période, le Paris 13 Atlético va revenir. 2 buts coup sur coup sur la seconde période. 2 buts partout. Châteauroux tremble, mais Romain Basque offre le but de la victoire dans le dernier quart d'heure. Victoire 3-2. La Berry, en attendant le passage devant la DNCG, s'est sauvée sportivement et c'est ça l'information de cette soirée. Ouais, et puis elle s'est fait très peur. C'est vrai qu'on voit encore là la difficulté de jouer contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Et quand on se croit sauvé, c'est là où on peut être un peu plus en danger. Voilà, aujourd'hui aussi, elle a su se maintenir. Je pense que Paul Delcroix n'est pas étranger à l'affaire, même si je crois qu'aujourd'hui il jouait toujours pas. Mais en tous les cas, lui, il aura permis d'obtenir des points quand même précieux dans cette course au maintien. Exactement, nommé au trophée du meilleur gardien, Paul Delcroix en tout cas, qui aura été déterminant. Tiontola aussi également pour les buteurs. Bref, Maxence Flachès peut être soulagé. La Berry reste en national, en tout cas d'un point de vue sportif. Une dernière rencontre, Vincent. Une rencontre quelque part qui comptait pour rien, mais où il y aura eu du spectacle. Anthony Perel va nous parler de ce Le Puy FC Borgo spectaculaire. Il y a eu 4 buts, un match nul au final. Anthony, bonsoir, racontez-nous un peu ce que vous avez vécu pour nous sur FFF TV. Salut Manu, salut Vincent, score final de partout ici au Stade Masson entre Le Puy et Bastia Borgo, deux équipes qui étaient d'ores et déjà condamnées à la N2 avant même la fin de ce championnat. C'est Bastia qui a ouvert le score dès la 10e minute de jeu. Missimizu profite d'une perte de balle de Jessim Seba pour filer au but et tromper Jonathan Miras. 1-0 à la 10e. Réaction Ponot signée Mohamed Benfredj, auteur d'une belle égalisation peu avant la demi-heure de jeu. Un partout, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, Bastia reprend l'avantage à nouveau grâce à Missimizu qui profite d'une nouvelle erreur de la défense Ponot, signé Mbemba cette fois. Missimizu qui a même l'occasion de s'offrir un triplé 3 minutes après le but du 2-1, mais il va manquer son pénalty. C'est la 4e fois consécutive qu'un attaquant adverse échoue dans cet exercice face au gardien Ponot. Et à 20 minutes du terme de cette partie, c'est Mohamed Benfredj, inévitable pour son 13e but de la saison, qui permet au Puy d'arracher le match nul de partout. C'est le score final. Le Puy termine 16e, Bastia Borgo 18e. Les deux formations sont reléguées. De l'émotion, on imagine, du côté du Stade Massot, parce que c'était aussi la dernière de Roland Vira sur le banc du Puy. Et quel travail accompli par Roland Vira. Ouais, là, c'est franchement, c'est vrai qu'on le dit avec un petit peu d'émotion quand même, parce que Roland Vira fait partie des coachs dans ce championnat en fait qui nous auront on a un peu déstabilisé, on rigole voilà. Parce qu'on a un comique derrière la caméra là. mais c'est vrai qu'on le dit avec beaucoup d'émotion, parce que c'est vraiment un des coachs qui nous aura avec qui on avait le plus d'affinité, il faut le dire, voilà. Alors je sais pas s'il a l'intention d'arrêter complètement d'entraîner ou s'il va retrouver un autre projet, mais en tous les cas, moi j'aimerais quand même bien le revoir sur les terrains. Près d'une décennie passé par Roland Vira sur le banc du Puy, il y a eu ces 2 montées en national et un travail absolument extraordinaire d'un club qui s'est structuré. C'est une des petites déceptions, le Puy. On en attendait beaucoup plus, le projet était ambitieux en début de saison. Ouais, en plus pareil, à l'image du Red Star avec Kevin Esport, en fait c'est vrai qu'au Puy, ils ont aussi un personnage dans le recrutement, Olivier Mianet, qui a fait un travail extraordinaire ces dernières années, et je pense que voilà, il va essayer aussi lui l'année prochaine, parce que je pense qu'il sera quand même au cœur du projet de peut-être d'essayer de faire remonter le Puy, même si en off il nous disait un petit peu que le Puy, ça serait compliqué pour eux d'être en national quand on voit les budgets qui sont là et les 6 descentes à chaque fois. Exactement, les petites réactions glanées par Samuel Joubert. C'est la dernière fois que Samuel Joubert, on le remercie, Samuel Joubert qui nous a ramené à chaque fois les images des conférences de presse. Merci mon cher Samuel, les réactions glanées par Samuel Joubert, c'était justement zone mixte à la fin de ce match. Il n'y a pas forcément d'émotion démesurée, voilà. C'était une réflexion, donc voilà, je sais qu'on a passé 10 belles années et que voilà, il y a de la frustration de cet échec cette année de la descente, donc c'est ce qui prédomine, donc ça laisse pas beaucoup la place à l'émotion. Pour moi, ce qui prédomine, ouais, c'est la descente cette année. Donc voilà, oui, c'est le moment de tourner la page et d'essayer d'en écrire une autre. Non, il y a beaucoup de rumeurs et souvent on nous entend pas quand on le dit, mais non, pour l'instant j'ai pas de club, j'aurais pas eu de problème à dire si j'avais un club, parce que j'étais en fin de contrat et j'aurais pas eu de problème. Non, mais pour l'instant c'est calme. Alors peut-être que
les choses vont s'accélérer avec la fin du championnat national, mais quand on voit comme c'est serré encore en Ligue 2, je pense que voilà, il y aura encore une semaine où il va se passer des choses sur le terrain avant qu'il s'en passe en dehors. Je pense que c'est un mariage parfait pendant 10 ans, avec la capacité à avoir les mêmes ambitions, le club et moi en même temps. Et surtout la capacité aussi à grandir ensemble. On a passé des étapes, le club, en termes de division, je pense en termes d'infrastructure aussi. On a beaucoup évolué pendant les 10 ans et on a tous beaucoup grandi dans ces 10 années. Merci beaucoup à Samuel Joubert voilà, pour tout le travail. Il nous a beaucoup aidé dans le tour d'un stade. On remercie bien sûr aussi également Anthony Perel qui a été un journaliste de luxe, en tout cas du côté du Stade Masson. On a une pensée, Vincent, pour le FC Borgo, pour le président Emmanueli aussi. Ça a été une saison qui a été très très difficile pour le FC Borgo et je pense qu'il avait le vrai bonhomme et le super entraîneur avec Alexandre Torres qui a fait un boulot aussi incroyable. Ouais, là après, connaissant Antoine Emmanueli et sa passion pour le football, là aussi j'imagine qu'il va construire un projet dès la saison prochaine pour essayer de remonter parce que ce président il aime trop le national, le national l'aime beaucoup aussi, ouais. et son coach Alexandre Torres, en fait on l'a beaucoup apprécié aussi tout au long de la saison parce que malgré le fait qu'ils aient recruté vraiment tardivement, on a vu vraiment de belles choses dans cet effectif et dans ce qu'elle a proposé au long de la saison. Exactement. Voilà Vincent, on regarde le classement avant de se quitter, classement définitif de cette, en tout cas d'un point de vue sportif, de cette saison 2022-2023. L'US Concarneau est donc champion, c'est un beau champion, on l'a dit. Dunkerque va monter en Ligue 2. Le Red Star et Martigueux sont privés de cette montée. Nancy, Bourg, Saint-Brieuc, Le Puy, Paris 13 Atlético, le FC Borgo qui descendent en attendant bien sûr d'éventuels repêchages suite à des décisions bien sûr de la DNCG. On l'a dit, l'été va être brûlant. Vincent, on rentre pas dans les détails parce qu'on n'est pas dans le détail des comptes. On entend des bruits par-ci, par-là, mais on ne commente pas la rumeur sur FFF TV. Comme a dit Karim Mokedem, parfois il y a de la fumée, mais des fois la fumée... elle donne rien. En effet. Vincent, avant de vous remercier, je vais remercier déjà tous les journalistes de FFF TV qui ont participé, qui ont donné du sang et de la sueur en tout cas pour cette émission. Et voilà, merci à tous, que ce soit sur la région bien sûr Bretagne, dans les Hauts-de-France, dans l'Est, dans le Sud. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout, peu importe la météo. Merci à vous tous en tout cas d'avoir participé à ce bel élan. Ça a créé une belle communauté aussi également chez les journalistes du National. C'était un plaisir de partager le micro avec tous ces talents parce qu'il y a beaucoup de talents sur FFF TV pour vous faire vivre ce championnat national. Je vous remercie vous, monsieur, mon cher Vincent. Ça faisait cette année 10 ans qu'on était au micro ensemble. C'est une certaine émotion ce soir de notre côté. On espère encore 10 ans ensemble au micro, mais ça semble compliqué. Mais en tout cas, je me régale à être avec vous tous les week-ends comme ça sur les terrains et à faire vivre ce championnat parce qu'on l'aime énormément. On aime les personnages, on aime les joueurs, on aime les staffs, on aime les présidents, on aime les clubs et toutes les histoires qu'il y a racontées autour d'un championnat dont on ne parle pas assez. Donc on était ravis et fiers en tout cas de pouvoir tenir le micro et de pouvoir essayer de donner un coup d'éclairage comme ça à ce championnat, qu'il dure le plus longtemps possible. On s'est régalé, on a déjà hâte d'être à l'année prochaine. Vincent, bonnes vacances. Merci Manu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, des vacances sans toi, c'est comme un Ricard sans glaçon. Et bien sûr, n'oubliez pas que l'alcool c'est avec modération comme toutes les bonnes choses de la vie. Merci pour votre soutien. Un petit commentaire les amis pour commenter tous les résultats et toute cette saison. Un petit pouce si vous avez aimé le tour des stades. Et puis on vous dit à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Salut.